Elle cria si fort que les murs en tremblèrent. Le cri de la princesse Isabelle de Lausanne, fille d'une famille puissante, fut entendu bien au-delà des murs du palais. Des témoignages ultérieurs indiquèrent: elle était maintenue par des sangles, et le couteau du bourreau toucha ce qui, dans son corps, était la source de la pudeur féminine et de la force. Son clitoris fut coupé et sa chair lacérée, comme pour rappeler que même le sang noble ne peut protéger d'un châtiment atroce. Ce moment marqua le début de la fin, même si l'exécution n'avait pas encore eu lieu. Elle fut maintenue dans un cachot, se vidant de son sang et devenant peu à peu un avertissement vivant pour tous ceux qui oseraient s'opposer à la volonté de la cour et de la Sainte Église. Les chroniques de la fin du XIVe siècle ont conservé des extraits de rapports de la garde, où il était mentionné: le sang coulait sans discontinuer. Ces bandages devaient être changés toutes les 2 heures, et l'odeur du fer se mêlait à celle de la pourriture. Les serviteurs notaient que les médecins prescrivaient des saignées en petite quantité, 2 fois par jour, afin de purifier les mauvais sucs, alors que la condamnée perdait déjà ses forces à cause de la perte de sang incessante. On plaçait des sangsues sur la face interne des cuisses pendant 1/4 d'heure, afin de retirer l'inflammation. Des cautérisations étaient pratiquées ponctuellement au-dessus du pubis, sous prétexte de stopper la propagation du pus. Des pommades à base de graisse, de cendres et d'herbes broyées étaient appliquées 3 fois par jour, mais elles ne faisaient que provoquer une douleur brûlante. On lui donnait des grains d'opium à l'aube et 2 cuillères de sirop de pavot avant le coucher. Tout cela était consigné dans les notes des médecins, où chaque observation était succincte: pouls faible, langue grise, urine trouble, sueur nauséabonde. La chambre où elle fut transférée après les tortures se transforma peu à peu en une chambre mortuaire. La feutrine sous son corps était trempée de sécrétions. Ses talons étaient crevassés. Sa peau était couverte de plaies. Des soldats de différentes familles se relayaient à la porte, vérifiant les listes des personnes autorisées à entrer. Les clés étaient conservées par le directeur de la prison. Mais la nuit, des prêtres de confiance se faufilaient dans un passage secret dans les murs pour écouter sa confession. Isabelle implorait la clémence, promettait de donner ses terres en aumône, mais la réponse était toujours la même. L'exécution devait avoir lieu, et l'ablation du clitoris n'était que le prélude à la sentence finale. Pendant ce temps, dans les salles du palais, la lutte faisait rage. La vieille noblesse insistait pour que le procès soit immédiatement clos, afin de mettre fin aux troubles dans les provinces. Le nouvel entourage, lié à la couronne de France, cherchait à gagner du temps. Il voulait utiliser la mort d'Isabelle comme symbole politique afin d'affaiblir la famille de Lausanne et de redistribuer ses terres. Des réunions secrètes éclataient entre les partisans d'une ligne dure de l'Inquisition et ceux qui voyaient là une chance de renouveler le pouvoir. Les ambassadeurs de Bourgogne et de Savoie réclamaient d'être admis auprès de la princesse, affirmant qu'elle pouvait modifier son testament en leur faveur. Chaque jour, les gardes consignaient par écrit le nom de ceux qui avaient goûté sa nourriture, qui avaient examiné les seaux des cruches d'eau et de vin, et où les seaux avaient été remplacés dans les cachettes. Dans les notes d'un prêtre conservées dans les archives du monastère, on peut lire: elle était allongée, les yeux fixés au plafond, les lèvres
remuant sans prononcer un mot. Lorsque nous lui demandions de se repentir, elle répondait qu'elle ne croyait pas au pardon. Elle demandait seulement qu'on lui humecte les lèvres avec de l'eau. Mais les gardes lui apportaient une décoction d'herbes amères qui ne faisait qu'intensifier sa soif. La nuit, on apportait des braseros dans sa cellule pour chasser la puanteur. Mais la fumée ne faisait qu'aggraver sa toux. Son corps était de plus en plus enflammé. Son entrejambe était couvert de plaies purulentes. La gangrène s'étendait aux organes internes. On a témoigné. Son corps refusait de retenir l'urine. Ses vêtements étaient constamment imprégnés et il fallait changer le feutre sous elle 3 fois par nuit. Chaque changement de linge se transformait en torture. Les serviteurs la fixaient avec des sangles pour la retourner, et beaucoup refusaient de s'approcher à cause de la puanteur. Mais parallèlement à sa décomposition physique, sa méfiance s'intensifiait. Dans les rares moments où la douleur s'atténuait sous l'effet du sirop de pavot, Isabelle demandait du papier, dictait son testament, changeait le nom de ses héritiers, puis se rétractait, soupçonnant les copistes d'être à la solde de ses ennemis. La rumeur disait qu'une partie de ses ordres était falsifiée. Les signatures étaient tracées d'une main tremblante par la prisonnière, mais les formulations étaient modifiées par ses conseillers. La tension montait dans l'enceinte du château. Certains affirmaient qu'elle était déjà folle et inconsciente de ce qui se passait. D'autres disaient que c'était dans son délire qu'on entendait des prophéties, comme si elle avait vu des moines avec le pénis coupé, et des femmes dont on avait coupé le vagin, présageant de futures exécutions. Des témoins ont rapporté que ces paroles semaient la terreur même parmi les guerriers les plus aguerris. Elle a survécu contre toute attente des médecins. Quand on la croyait à l'agonie, sa respiration redevenait régulière et ses yeux s'ouvraient. Son corps pourrissait, mais sa voix résonnait encore. Et c'était ce qui effrayait le plus. Mourante, couverte de pus, la princesse continuait à donner des ordres, à maudire ses ennemis et à exiger leur loyauté. À la fin de la première semaine de son emprisonnement, il était déjà impossible d'aérer ses appartements. Les gardes à la porte tenaient des chiffons devant leur visage, les prêtres essayaient de réduire leurs visites. Mais personne n'osait donner l'ordre de mettre fin à ses souffrances. La mort d'Isabelle devait être un événement politique, et chaque camp se préparait à utiliser sa fin à ses propres fins. Et tandis que dans les salles supérieures du palais se tenaient des réunions sur l'héritage et le sort des terres, en bas, dans les cellules froides, la princesse continuait de pourrir vivante, sans savoir que ses souffrances n'étaient que le début d'une lutte beaucoup plus vaste. À la fin de la 2e semaine de détention dans les cachots, la princesse Isabelle de Lausanne ne se levait plus de son lit. Les serviteurs notaient dans leur rapport: ses blessures se sont ouvertes, les bords sont noircis, les tissus sont rongés par le pus. Son entrejambe suintait un liquide nauséabond qui dégageait une forte odeur de décomposition. Les tentatives de cautérisation au fer rouge ou d'application de pommade à base de graisse et de cendre ne parvenaient plus à enrayer la propagation des ulcères. La peau autour était jaune, couverte de taches grises, et la nuit, des vers sortaient de la plaie. Les médecins continuaient à prescrire des saignées en petites quantités, 2 fois par jour, affirmant que les mauvais sucs pouvaient encore être évacués. Des sangsues étaient appliquées sur la face interne de la cuisse et l'aine, laissant des traces de morsures
et intensifiant la douleur. Les compresses d'herbe étaient changées toutes les demi-heures et appliquées pendant 1 heure, mais le tissu s'imprégnait instantanément de pus. Le pouls était faible, l'urine trouble et malodorante, la langue sèche, la respiration sifflante. Les médecins écrivaient fièvre cardiaque, sueur nocturne, fièvre suivie de frissons. À l'aube, les grains d'opium n'avaient plus d'effet. Elle criait et se débattait, arrachait ses bandages, et les gardes étaient obligés de la maintenir au lit avec des sangles. 2 cuillères de sirop de pavot avant le coucher ne faisaient que provoquer délire et visions. Elle répétait souvent qu'elle voyait des saints qui se détournaient d'elle et des démons qui riaient en montrant des membres coupés et des pénis jetés au feu. Son entourage avait de plus en plus peur de s'approcher d'elle. Les serviteurs ont commencé à soudoyer les gardes pour qu'ils ne portent pas de brasero dans sa chambre la nuit et ne changent pas ses draps imprégnés. Les gardes pleuraient à cause de l'odeur et se plaignaient que l'air dans les appartements était plus lourd que le plomb. Plusieurs ont refusé de servir et ont été punis publiquement à coups de fouet dans la cour. Pendant ce temps, dans les salles supérieures du palais, les intrigues politiques s'intensifiaient. La famille Lozano tentait secrètement d'obtenir une audience avec la captive afin de la contraindre à confirmer son testament. La vieille noblesse affirmait que la véritable volonté de la princesse avait été falsifiée par son nouvel entourage, lié à la couronne de France. Les ambassadeurs de Savoie offraient de l'or aux gardes militaires pour qu'ils les laissent entrer dans sa chambre. La nuit, les gardes se relayaient devant la porte de la cellule. D'abord, c'étaient des hommes de la famille de Montfort, puis des soldats bourguignons. Chacun avait une liste des personnes autorisées à entrer. Seul le directeur de la prison avait les clés de la porte, mais les rapports indiquaient que des prêtres avaient pénétré plusieurs fois dans la chambre d'Isabelle à son insu. La confession devenait de plus en plus difficile. Elle disait qu'elle ne croyait pas à l'absolution. Aux demandes de clémence, elle répondait que Dieu s'était détourné d'elle. Lorsqu'on l'interrogeait sur la politique, elle nommait dans son délire les noms de ses ennemis et ordonnait de punir ceux qui se trouvaient dans les salles supérieures. Sa voix était rauque, mais ses ordres étaient consignés et certains d'entre eux étaient rapportés lors des réunions, semant la peur et la confusion. Les rumeurs se multipliaient dans la ville. Certains disaient que la princesse était encore en vie et murmuraient des paroles de vengeance. D'autres affirmaient qu'elle était morte depuis longtemps et que son corps était caché jusqu'à la fin des négociations sur les terres. Les marchands racontaient que la nuit, une odeur nauséabonde s'échappait des fenêtres de la prison et que les rats se précipitaient vers les murs. Les médecins prédisaient une mort prochaine, mais elle continuait de respirer. Chaque aube la trouvait dans un état encore pire, mais toujours en vie. Elle perdait la vue, ses yeux se couvraient d'une membrane, mais parfois elle les ouvrait soudainement et regardait les serviteurs, les obligeant à se signer et à détourner le regard. Dans des traités ultérieurs, on écrivait « Son corps était tellement rongé que les médecins ne pouvaient toucher son entrejambe sans avoir des hautements de cœur. La puanteur était si forte que les bougies fumaient et s'éteignaient. Mais même dans cet état, elle essayait de dicter de nouvelles dispositions pour son testament, modifiant la répartition de ses terres.
Cela provoqua de nouveaux conflits. Certains exigeaient d'accélérer son exécution, d'autres de la retarder afin d'utiliser son nom comme une arme. Des rapports secrets indiquaient: chaque jour où elle est présente dans le monde des morts, avec son corps mais sa voix intacte, elle tient toute la noblesse dans la peur. C'est alors que les premiers soupçons ont surgi, selon lesquels une partie de ses paroles était falsifiée. Les copistes inscrivaient les noms d'héritiers avantageux, les attribuant à ces paroles prononcées dans son délire. Les gardes enregistraient les visites nocturnes des copistes qui quittaient la cellule avec des parchemins scellés. Isabelle pourrissait et gémissait, mais son nom était déjà devenu un objet de marchandage et de menace. Chaque nouveau jour de son calvaire intensifiait la lutte, et elle continuait d'exister, rappelant que la décomposition physique ne signifie pas toujours la fin du pouvoir. La 3e semaine de détention fut le moment où son corps et son esprit commencèrent définitivement à se séparer. Isabelle de Lausanne ne pouvait plus s'asseoir ni parler de manière cohérente, mais elle était toujours en vie. Les gardes notaient: ses yeux sont troubles, sa respiration sifflante, ses lèvres noircies, sa langue enflée et trop grosse pour tenir dans sa bouche. Elle gémissait, mais ces sons étaient interprétés comme des ordres. Les scribes se penchaient vers son visage et affirmaient entendre des noms, des ordres, des malédictions. D'autres juraient qu'il s'agissait de divagations incohérentes. Mais les documents contenant ces paroles continuaient de s'accumuler, et c'est sur cette base que les parties se partagèrent les terres des Lausanne. Son état physique devint un instrument de terreur. Les rapports indiquaient: la chair de l'entrejambe s'est décomposée, les bords sont noircis, des vers grouillent à l'intérieur. Les serviteurs essayèrent de nettoyer les plaies avec du vinaigre, mais l'odeur ne fit que s'intensifier. Le pus suintait même à travers les bandages et coulait sur le sol. Les rats nocturnes rongeaient les tissus et, un jour, un serviteur, en retournant son corps, remarqua des traces de morsures sur sa cuisse. Le lit sur lequel elle était allongée était pourri, et les planches en dessous étaient couvertes de mucus. La literie était changée tous les jours, mais chaque nouvelle literie était trempée en quelques heures. Les serviteurs ont commencé à tirer au sort pour déterminer qui entrerait dans sa chambre. Ceux qui refusaient étaient fouettés. Plusieurs serviteurs moururent de fièvre et murmuraient que la maladie était contagieuse et provenait du corps infecté de la princesse. Son esprit quitta définitivement la réalité. Elle murmurait à propos de saints qui se transformaient en démons, de femmes au sein et à l'utérus coupé, de moines dont les visages étaient remplacés par des trous béants. Parfois, elle criait qu'elle entendait les rires de ses ennemis qui festoyaient au-dessus de son lit. Les prêtres consignaient ces propos comme preuve de possession et exigeaient que son exécution soit accélérée afin de purifier le pays de cette souillure. Mais les conseillers du roi s'y opposaient. Ils voyaient dans ses souffrances un avantage politique. Chaque nuit de sa décomposition vivante était un moment propice aux négociations, un moment pour faire pression sur la famille de Lausanne et ses alliés. Les rumeurs sur ses souffrances se répandirent dans toute l'Europe. Les ambassadeurs de Florence et de Naples écrivirent à propos de la princesse morte vivante dont le corps pourrissait dans un château. Les serviteurs racontaient que la nuit, dans sa cellule, les bougies craquaient et se consumaient à cause de la puanteur. L'un des gardes jurait avoir vu un ver sortir de sa bouche
est tombé sur le sol. Un autre disait avoir entendu ses rires dans l'obscurité, alors que sa bouche était bouchée par sa langue enflée. Son corps était devenu un symbole. Les soldats murmuraient que tant qu'elle ne serait pas morte, la guerre ne commencerait pas. Mais cela aussi était terrifiant. On repoussait sa mort comme si elle maintenait l'équilibre. Lorsque les médecins se réunirent une nouvelle fois autour de son lit, ils notèrent: son corps dégage une odeur de cadavre, mais son cœur bat encore. Cela donna lieu à de nouvelles rumeurs. Elle était maudite. Ni la mort, ni Dieu ne voulaient d'elle. Et pourtant, chaque matin, son nom résonnait à nouveau dans les salles supérieures. Les conseillers discutaient pour savoir qui hériterait de sa fortune. Les papiers s'accumulaient, les signatures étaient apposées d'une main tremblante, mais personne ne pouvait plus dire où était sa volonté et où était le faux. Isabelle pourrissait et délire, mais restait le centre du monde. Son souffle, entre halètement et gémissement, était au cœur de la lutte politique. Et tout le monde savait que sa fin ne serait pas simplement la mort. Ce serait un coup de théâtre qui changerait le destin de maison, de province, et peut-être même de tout le royaume. Les gardes constataient que la respiration d'Isabelle était devenue rare et sifflante, avec des pauses de 10 à 20 battements cardiaques. Les médecins notaient peau jaune, lèvres bleues, yeux troubles, et ne se ferment même pas pendant le sommeil. Son corps ne réagissait plus aux piqûres, mais son cœur continuait de battre. Elle ne parlait presque plus. Seuls quelques sons sortaient de sa bouche. Péché, lumière, flamme. Les prêtres lui apportaient chaque jour la confession, mais personne n'était sûr qu'elle les entendait. Le doute subsistait. Dieu pardonnerait-il à une femme à qui on avait coupé le clitoris sur la place publique comme signe de débauche? Certains affirmaient que ses souffrances expieraient tout, d'autres qu'elle était condamnée. Son entrejambe était complètement en putréfaction. Les bandages étaient changés toutes les 2 heures. Les médecins écrivaient: les plaies se sont propagées jusqu'à l'anus et à l'aine. Les tissus se détachent par morceaux. L'odeur est insupportable. Les sangsues, qu'on avait essayé de mettre sur sa cuisse, tombaient mortes. On a arrêté les saignées, le sang ne coagulait plus et coulait tout seul. Les serviteurs refusaient d'entrer dans la chambre. On en recrutait de nouveau parmi les mendiants en leur promettant d'être libérés de l'impôt. Plusieurs sont morts de fièvre au bout de 3 ou 4 jours de service. Des rumeurs ont couru que le corps de la princesse était contagieux. Pendant ce temps, autour de son lit, la lutte faisait rage. Les anciennes familles insistaient sur le fait que sa signature sur les testaments n'était pas valable, prétextant qu'elle n'était pas en possession de ses facultés mentales. Son nouvel entourage, au contraire, affirmait qu'elle prononçait chaque mot en présence de témoins et que c'était la loi. Les ambassadeurs de France réclamaient une part des terres, s'appuyant sur sa prétendue promesse verbale. Les ambassadeurs d'Espagne menaçaient de soutenir les partisans de son exécution rapide s'ils n'étaient pas admis aux négociations. La garde devant ses appartements changeait tous les jours, parfois 2 fois par jour. Le commandant avait les clés de la porte, mais une nuit, une fausse clé a été trouvée chez les partisans de l'ancienne noblesse. Il était clair que tout le monde voulait la mort d'Isabelle, mais chaque camp voulait choisir le moment qui lui convenait le mieux. Son corps était devenu un objet de peur et de pouvoir à la fois.
Les serviteurs rapportaient que certains conseillers venaient la voir la nuit et, pensant qu'elle ne les entendait pas, lui murmuraient les conditions de son testament. Le matin, ils apportaient des papiers portant ces signes griffonnés et les faisaient passer pour ses dernières volontés. Chaque jour, elle s'affaiblissait. Les eaux de son bassin ressortaient. Des escarres de la taille d'une paume apparurent sur ses jambes. Elle urinait sans arrêt, avec du sang et du pu. L'odeur était telle que les bougies s'éteignaient toutes seules. Et pourtant, son cœur continuait de battre. Une nuit, comme le rapporte le rapport des gardes, elle ouvrit brusquement les yeux et cria, bien que sa langue fût enflée, « Ils mentent !» Elle retomba ensuite dans le délire. Mais le même jour, son entourage accéléra les négociations. La rumeur de son retour à la raison menaçait de compromettre leur plan. Les médecins avouèrent « Elle est déjà morte, mais son âme ne part pas ». On y voyait un signe de malédiction. Les prêtres conseillèrent d'organiser des funérailles solennelles de son vivant afin de forcer son âme à quitter son corps. Mais le conseil royal reporta la décision. Il leur fallait encore une nuit, une signature supplémentaire. Le soir, seul un scribe, un garde et un prêtre restaient à son chevet. Les autres n'osaient pas s'approcher. Tous avaient peur. Elle pouvait mourir à tout moment, et personne ne voulait être le premier témoin. Mais la mort ne venait toujours pas. Isabelle de Lausanne continuait à pourrir, à souffrir, et chacun de ses souffles était un nouveau sursis pour l'explosion politique. La mort d'Isabelle de Lausanne survint à la fin de l'hiver. Son corps n'était plus qu'une masse putride. La peau avait glissé des os, le périnée, après l'ablation du clitoris, s'était décomposé jusqu'à l'os pelvien, et un liquide nauséabond, mêlé de sang, s'écoulait du vagin. Des ulcères de la taille d'une paume apparurent sur la peau. La langue était enflée et noircie. D'après les notes des médecins, son cœur a continué de battre pendant plusieurs heures après l'arrêt de sa respiration. Mais elle n'avait plus de pouls. Les gardes ont noté, pendant la nuit, l'odeur était telle que même les gardes toussaient et pleuraient. Les bougies s'éteignaient toutes seules. Elle est morte sans témoin, à l'exception d'un prêtre et d'un scribe. Même ses proches n'étaient pas admis dans sa chambre. On craignait la contagion et les rumeurs politiques. Le procès verbal du scribe indique « À 2 heures après minuit, elle a émis un son inarticulé, a tendu la main, puis s'est figée. Le prêtre a lu une courte prière au-dessus d'elle sans toucher son corps. Le transport du corps s'est avéré être une épreuve. Les serviteurs ont refusé. On a alors fait appel à 4 condamnés à mort à qui on a promis un sursis. Ils ont enveloppé le corps dans du feutre, mais les tissus se détachaient et tombaient sur le sol. Dans le rapport du capitaine de la garde, on peut lire « L'odeur était telle que les gens s'évanouissaient et que les chiens hurlaient dans la cour. Les embaumeurs ne pouvaient pas travailler. Les entrailles étaient déjà en état de décomposition. Le sang s'était presque entièrement écoulé et l'odeur était telle qu'il fallait sortir prendre l'air toutes les 15 minutes. Les archives indiquent « Le cœur n'a pas pu être extrait, le foie s'est désagrégé entre les mains, le crâne est impossible à ouvrir en raison de la putréfaction des tissus. » Une explosion politique a immédiatement suivi. L'ancien entourage a déclaré que ces dernières signatures n'étaient pas valables. Avant sa mort, elle avait perdu la raison.
Son nouvel entourage a montré des documents portant ses marques et a juré qu'ils étaient authentiques. Les ambassadeurs français ont affirmé qu'une promesse verbale de terre avait été faite et devait être tenue. Les Espagnols ont déclaré que la mort, sans funérailles en bonne et due forme, rendait le testament caduc. Des rumeurs se répandirent dans la ville. Certains disaient que l'exécution avec ablation du clitoris était la cause de la malédiction et que c'était pour cela que son corps ne pouvait être enterré. D'autres affirmaient qu'elle était morte en sainte martyre et que ses souffrances avaient expié les péchés de sa famille. La foule dans les rues était divisée. Certains réclamaient l'exécution massive des coupables au pouvoir. D'autres vénéraient sa mémoire en apportant des bougies devant les portes du palais. Les chroniques rapportent que pendant les 7 premiers jours qui suivirent sa mort, 3 gardes furent remplacés, 3 faux testaments furent découverts, et 2 groupes de nobles commencèrent à se préparer à des actions armées. Ainsi, la mort d'Isabelle de Lausanne, humiliée et mutilée par une exécution publique, ne fut pas la fin, mais le début d'un nouveau chaos. Son corps, en décomposition, fut emmené dans un monastère, mais même là, les moines se plaignaient de l'odeur nauséabonde qui persistait pendant des semaines. Le peuple ne se souvenait pas d'elle comme d'une princesse, mais comme d'une femme à qui on avait coupé le clitoris sur la place publique et qui avait pourri vivante dans ses propres appartements. Pour certains, elle est devenue le symbole du châtiment divin, pour d'autres, une martyre. Mais pour la noblesse et les ambassadeurs, sa mort n'était qu'un prétexte pour se partager le pouvoir et les terres. C'est ainsi que s'est terminée une vie qui avait commencé dans la grandeur et s'était achevée dans l'isolement, la saleté et la peur.